Bonjour, bienvenue à cette capsule. Évaluer l'état mental de l'aîné, ce n'est pas administrer un test cognitif. Mon nom est Philippe Voyer, alors je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations par rapport à mes travaux, que ce soit en enseignement, en recherche, en clinique, à ma page web. Alors je vous invite à la consulter, de même que consulter ma page Facebook professionnelle, donc professeur Philippe Voyer. Vous serez toujours informé des derniers développements dans la recherche et aussi différents éléments touchant aux soins infirmiers gériatriques que je considère pertinents. Je les partage toujours là, avec ma page Facebook. Alors, revenons maintenant à la question au titre de cette capsule vidéo. Évaluer l'état mental de l'aîné, ce n'est pas administrer un test cognitif. Pourquoi j'ai pensé faire cette capsule? En fait, des gens me demandent des fois, est-ce qu'une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire peut administrer un test cognitif? Et j'ai noté aussi certains infirmiers ou infirmières qui avaient de la misère à situer même leur rôle par rapport à l'évaluation d'état mental et même des gestionnaires qui, par exemple, demandaient à des ergothérapeutes de faire le dépistage des troubles cognitifs en GMF. Alors, il y a un ensemble de problèmes à adresser ici que je vais aborder dans cette capsule vidéo. Donc, évaluer l'état mental de l'aîné, ça n'est pas administrer un test cognitif. En fait, évaluer l'état mental, ça comprend deux choses minimalement, c'est-à-dire une anamnèse et un examen physique. Donc, concernant l'anamnèse, chez une personne âgée qui se plaint de sa mémoire ou de troubles cognitifs quelconques, on fait donc référence à la première activité réservée qui est évaluer l'état mental et physique d'une personne symptomatique. Donc, face à une plainte, la responsabilité au niveau des activités réservées repose vraiment sur les épaules de l'infirmière ou de l'infirmier. D'ailleurs, si vous regardez le plan Alzheimer du Québec ou si vous regardez encore les travaux de l'INES, il est très clair dans les trajectoires de première ligne que c'est aux infirmiers et infirmières de faire le dépistage des troubles cognitifs. Ça s'inscrit dans les lois au niveau professionnel, mais aussi dans les trajectoires, dans les bonnes pratiques. Donc, évaluer l'état mental, ce n'est pas faire un MOCA ou faire un mini-examen d'état mental de type Holstein uniquement. En fait, il faut d'abord commencer par faire l'anamnèse, comme pour n'importe quel autre problème de santé. On commence par poser des questions du PQRST. Et ce que ça prend la capacité aussi à décoder, détecter ce qui appartient au vieillissement normal versus qu'est-ce qui est pathologique, puis encore là, d'être en mesure à faire des liens avec certaines maladies, que ce soit Alzheimer ou encore les troubles neurocognitifs majeurs tels qu'accord de Lewy, vasculaire, frontotemporal, ou encore un délirium, par exemple, un ICT. Donc, ici, l'anamnèse, ce n'est pas une collecte des données. On n'est pas juste là pour dire, je fais un PQRST de collecte des données, parce qu'encore là, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire peut faire un PQRST dans le contexte de l'évaluation d'état mental? C'est parce que ce n'est pas tellement logique. Parce que le but dans l'anamnèse, c'est de reconnaître les éléments de normalité, d'anormalité, de gravité, puis faire des liens. Donc, on ne peut comme pas diviser ça en deux, cet élément-là, puisque ce n'est pas une collecte de données. Parce que suivant ce qu'on va obtenir comme information à l'anamnèse, comment on va creuser selon les informations obtenues, bien, ça va influencer l'examen physique qu'on va faire. Donc, première partie de l'état mental, on doit faire une anamnèse, ce qui montre bien que ça va nettement au-delà que d'administrer un test cognitif. Concernant la partie examen physique, il faut faire de l'inspection, puis au niveau de l'inspection, là va s'inscrire en plus d'évaluer le niveau d'attention, l'état de conscience, d'observer votre patient, voir s'il y a de la négligence, voir son hygiène personnelle, la manière qu'il se comporte, etc. Vous allez tout voir ça. Vous allez mettre en application un test cognitif. Puis encore là, le test cognitif, vous devriez le choisir en lien avec la personne qui est devant vous et du contexte de pratique dans lequel vous êtes et donc du temps disponible aussi. Donc, puis en plus, il pourrait y avoir des tests neurologiques que vous pourriez ajouter si jamais vous êtes témoin de signes ou symptômes focaux qui suggèrent peut-être un problème plus de nature vasculaire qui expliquerait par exemple les changements cognitifs. Ou encore, selon l'humeur, les propos de votre patient, vous pourriez dire, je vais évaluer, voir s'il n'y aurait pas des signes de dépression. Ces genres de réflexes-là vont arriver du moment que quand on fait l'anamnèse, on observe, on obtient certaines informations subjectives qui vont nous diriger à cet endroit.
Un dernier principe de base qui est important lorsqu'on fait l'évaluation de l'état mental, c'est de multiplier les sources d'informations. Donc, on va regarder dans le dossier, évidemment, s'il n'y a pas eu des comportements, des changements au niveau du sommeil et tout ça qui pourrait nous éclairer sur une autre problématique. On va questionner les membres de la famille et toute l'équipe soignante, là, des personnes qui sont prêtes, qui sont au chevet de ce patient-là. On devrait aller les voir pour leur demander leur perspective là, sur l'état mental de la personne, ce qui va nous amener, au bout de la ligne, à avoir une meilleure décision clinique sur est-ce que cette personne-là a des troubles cognitifs qui sont préoccupants ou encore c'est davantage une situation liée au vieillissement normal des fonctions cognitives ou encore c'est vraiment pathologique et de déterminer la gravité de la situation. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule web qui visait vraiment à resituer l'évaluation de l'état mental et la place des tests cognitifs à l'intérieur de cette évaluation-là, parce qu'au bout de la ligne, la décision de déterminer si la personne a des troubles cognitifs ou pas, donc si c'est normal ou anormal, ce qu'on observe, doit reposer sur le jugement clinique et ça demande des informations beaucoup plus étendues que celles obtenues par un test cognitif. Alors, merci beaucoup de votre attention.